Alors, les ordonnances Macron ont donné lieu à de nouveaux acronymes, dont CSSCT. Alors, CSSCT, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, et puis on va essayer de donner des conseils aussi aux élus qui vont participer à ce CSSCT, ou s'il n'y en a pas, aux élus de CSE, pour remplir bien leur mission. Alors, avec Fabrice Aligoët. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, que veut dire CSSCT? À quoi ça sert? Et quelle est son efficacité? Alors déjà, la CSSCT, c'est une commission. Le C veut dire commission et SSCT, santé, sécurité et conditions de travail. Et donc cette commission, apparentée au CSE, puisque c'est une émanation du CSE, va travailler spécifiquement sur ces questions justement de santé. Alors par exemple les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, la sécurité par exemple des équipements, de l'environnement, et puis les conditions de travail, ça peut être la gestion du temps de travail ou la gestion des consignes, notamment en matière de sécurité. Alors, on confond encore le rôle du CSE avec celui de la CSSCT. Est-ce que vous pouvez les éclairer un petit peu? Alors en fait, il ne devrait pas y avoir de confusion parce que le CSE reste celui qui est aux manettes de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et comme dans beaucoup d'entreprises, dès qu'on dépasse un certain seuil critique en termes d'effectifs, 300 salariés en l'occurrence, on peut s'appuyer pour fonctionner de façon plus fluide sur des commissions. On connaît déjà, on connaissait au moins déjà les commissions type formation ou égalité professionnelle relevant de l'ex-CE et relevant désormais du nouveau CSE. Eh bien, on doit apprendre à collaborer avec la nouvelle commission en charge des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc, pour simplifier, on peut dire qu'il n'y a plus de CHSCT, que maintenant, tout ce qui était du ressort de la CHSCT en dessous de 300 salariés est du ressort pur du CSE. CSE. Exactement, ça a été confondu. Mais qu'en dessus de 300 salariés, une commission spéciale est obligatoire. Exactement. Elle est même et obligatoire et particulière, puisque en fait elle est composée pour l'essentiel de membres élus du CSE, donc c'est encore une fois une forme d'embryon, mais surtout c'est une commission qui est présidée, et c'est là aussi est née un peu la confusion, par le chef d'entreprise, alors que toutes les autres commissions qui travaillent au profit du CSE sont présidées par des membres du CSE eux-mêmes. Donc c'est peut-être là qu'est née la confusion. Alors, et puis pour améliorer un petit peu la confusion, pourquoi dans certaines entreprises, l'employeur dissocie le rôle du CSE et celui de la CSSCT? Parce que l'employeur, il aime bien, je vais vous faire plaisir, Jacques, diviser pour mieux régner. Et sans doute parce que les questions de SSCT sont les questions qui fâchent de façon un peu plus conséquente les élus et même les salariés. Et donc l'idée pour l'employeur, c'est de garder un peu comme il avait l'habitude de le faire, deux structures indépendantes, comme avant on avait le CE, le CHSCT. Ça lui permettait d'ailleurs de dire au CE des choses différentes de celles qu'il disait au CHSCT et vice-versa. Et sans doute que là, il essaye de faire la même chose, c'est-à-dire d'opérer une variation entre CSSCT et puis le CSE. Et puis surtout, c'est une manière pour lui de limiter le nombre de membres au cours des réunions où on va traiter de ces sujets, puisque par exemple une commission, on va dire standard, il y a seuls 3 membres qui y siègent. Donc quand on doit réunir que 3 membres plutôt que 12, ça modifie aussi la forme des réunions. Alors, en cas d'aménagement des conditions de travail, par exemple, quel organe du personnel l'employeur doit-il consulter? Le CSE ou la CSSCT? Mais du coup, je vous retourne la question, on va voir si vous savez. Est-ce que c'est vers le CSE qu'on doit se tourner ou vers cette commission? Dans la mesure où toutes les institutions représentatives du personnel ont été fusionnées et que c'est une compétence du CSE, si on est en dessous de 300, c'est bien le CSE. Si on est en dessus de 300, c'est peut-être la CSSCT. Alors, en fait, c'est le CSE tout le temps. La consultation, comme le recours aux experts, relève de la seule compétence du CSE, qu'il y ait ou non une commission. Et c'est là où la confusion ne doit pas du coup nous entraîner vers d'autres formes de collaboration. La commission rend des comptes au CSE et c'est à partir de ces comptes que le CSE est consulté. Alors, certains disent que seuls les membres de la CSSCT disposent du droit de recevoir une formation SSCT. Est-ce que c'est exact? Alors non, ça a été aussi une très large confusion au tout début de la réglementation, quand on s'est justement posé la question, mais qui a le droit de continuer à être formé aux conditions de la SSCT? Alors au début, on disait que les membres de la commission, puis après ça a été que les titulaires, et puis finalement aujourd'hui on sait de sources légales du Code du travail que ce sont tous les membres du CSE, qu'ils soient titulaires, suppléants, qu'ils siègent ou non à la commission, et même plus largement toutes les personnes qui vont travailler sur les questions de santé et sécurité. On a rajouté le référent harcèlement sexuel dans le champ des personnes qui doivent être formées. Ce qui est pure logique, puisque la seule instance étant le CSE ayant toutes les prérogatives de la CSSCT, du CHSCT, pardon, il était normal qu'ils aient cette formation, Oui. puisque c'est à eux qu'incombe les responsabilités de
du CHSCT. La particularité de l'accès à la formation par rapport à avant, c'est qu'avant, on ne distinguait pas dans le monde du CHSCT les membres entre eux. On ne disait pas titulaire CHSCT ou suppléant CHSCT, on disait les membres. Et les membres avaient les mêmes droits. Lorsqu'on a créé le CSE sur le même modèle que le CE, avec des titulaires d'un côté et des suppléants de l'autre, la question de l'accès à la formation suppléant s'est vraiment posée pour la partie SSCT, puisque, par exemple, on sait que pour les formations économiques, les suppléants n'ont pas un droit d'accès à la formation par défaut, il faut qu'ils en demandent l'autorisation à l'employeur. Donc la confusion est née de là. Maintenant, aujourd'hui, le Code du travail est très clair, tout le monde doit pouvoir profiter de cette formation. Alors, une nouvelle fonction est apparue, celle de référent. Un référent appelé, référent harcèlement sexuel, référent Covid. Est-ce qu'ils sont membres de la CSSCT ou du CSE? Alors, le référent Covid, pas forcément. J'avais eu l'occasion d'en discuter sur une précédente interview. Ça peut être par exemple un membre de la direction. Aujourd'hui, il n'y a rien d'obligatoire à nommer un référent Covid. Par contre, le référent harcèlement sexuel, il est à la fois nommé par le membre du CSE, donc il est évidemment un membre du CSE. Il peut être aussi nommé par la direction dans les entreprises de 250 salariés et plus. Donc, on peut avoir deux référents harcèlement sexuel dans une entreprise, l'un relevant du CSE, l'autre relevant de l'entreprise elle-même. D'ailleurs, on pourrait dire qu'on peut ne pas s'en priver. Mais il vaut mieux pas s'en priver parce qu'effectivement, les référents ils vont avoir un rôle surtout de sensibilisateur du public, expliquer au public les façons de se comporter qui doivent être respectueuses des hommes et des femmes, les risques que l'on encourt à mal se comporter en entreprise, et notamment si on a des agissements qui sont par exemple sexistes, parce qu'on parle souvent du harcèlement sexuel, mais on devrait d'abord parler de tous les comportements troublants comme les agissements sexistes ou les allusions sexistes qui sont réprimées. On parle même parfois de harcèlement moral à connotation sexuelle, c'est-à-dire qu'on cherche à affaiblir les gens avant de pouvoir en tirer des faveurs. Quels sont les moyens d'action de la CSSCT? Alors, ils vont dépendre en fait des pouvoirs que le CSE lui-même va déléguer, puisque comme c'est une commission, elle ne peut pas se déterminer elle-même dans son fonctionnement. Donc, généralement, dans le règlement intérieur du CSE, il va y avoir une part qui traite des pouvoirs délégués à la commission SSCT. Généralement, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que la commission va être aux commandes des inspections. Il y a 4 inspections obligatoires chaque année, donc c'est plutôt les membres qui siègent qui mènent les inspections. Ils vont également intervenir très sensiblement sur les accidents de travail, alors plutôt les accidents de travail graves qui nécessitent des enquêtes et des réunions généralement de crise. Et puis surtout, tout au long de l'année, ils vont auditer les mesures de sécurité et d'environnement qui ont été prises par la direction pour en tirer évidemment les conclusions et par leur rapport communiquer ces conclusions au CSE. Alors, pour terminer, si vous deviez aider les CSE à s'organiser et à articuler au mieux leur mission SSCT, quels conseils leur donneriez-vous? Alors, le premier conseil, déjà, c'est d'accéder à une formation qui traite vraiment de la commission SSCT, puisque c'est vrai que la formation SSCT traditionnelle l'aborde, mais ne va pas en profondeur dans le fonctionnement, dans les relations. Donc, une formation de type formez-vous à la CSSCT me semble élémentaire. Puis, deuxièmement, ensuite, il faut trouver un moyen de collaborer avec cette commission. Le plus sûr, c'est d'avoir une réunion, par exemple, trimestrielle, un peu comme une revue, qui permet aux membres qui ne siègent pas et ceux qui siègent à la commission de partager le fruit de leur expérience. Oui, parce qu'effectivement, alors là, on est dans les plus de 300, évidemment. Il est bien d'informer l'ensemble des membres du CSE, puisque c'est le CSE qui, in fine, sera consulté s'il y a quelque chose de ce qui se passe, parce qu'ils peuvent intervenir en cours d'enquête, d'expertise, auprès de l'employeur lors d'une réunion régulière du CSE. Exactement. D'ailleurs, il est même conseillé que les membres de la commission, parce qu'on parle souvent des membres élus qui siègent à la commission, mais on peut aussi imaginer des représentants de proximité. Par exemple, dans certaines entreprises, il y a des représentants de proximité qui siègent à la commission, qui eux, du coup, ne seraient pas conviés au CSE traditionnel. Et ben, on peut les convier dès lors qu'ils ont œuvré pour des questions de santé et de sécurité. Ils ont peut-être des choses à raconter, des propositions à formuler. Le fait de les faire venir, c'est agrandir et se donner les chances par l'agrandissement de l'équipe de traiter au fond tous ces sujets. J'espère que ces conseils seront bien utilisés. Bon, merci Fabrice. Merci beaucoup. Merci.